eu dans les années 60 un drame qui s'est produit, c'est-à-dire que des cellules de reins de singe étaient contaminées par un virus qui s'appelait le SV40, qui est un virus tumorigène, qui induisait des cancers chez les hamsters. Et on a découvert que ce virus contaminait les vaccins, et notamment les vaccins utilisés chez les enfants. Ça a fait 60 millions d'Américains ont reçu ce vaccin tumorigène. Par chance, il s'est avéré qu'il n'était pas adapté à l'homme. Mais ça avait été une grande crainte, et depuis cette date-là, 60, c'est l'obsession permanente qu'ont les industriels qu'une catastrophe identique puisse arriver. Ça s'est reproduit, ça se reproduira, des agents contaminants. Très récemment, on a découvert dans le vaccin rotavirus de JSK, un circovirus d'origine porcin. Par chance, encore une fois, ce circovirus n'était pas pathogène par l'homme, il avait été apporté par une matière première, en l'occurrence la trypsine. Donc vous voyez que lorsqu'on parle de vaccin, il ne faut pas seulement parler du principe actif. Quand on dit vaccin rougeole, bien sûr, c'est le virus de la rougeole qui est important, mais il faut penser tout ce qu'il y a autour, le sérum qui a servi à produire, la trypsine qui a servi à découper les cellules, ou encore la cellule qui elle-même, d'origine aviaire, peut apporter quelque chose imprévu. Dans le cas des vaccins aviaires, il y a eu le problème avec la fièvre jaune qui était contaminée avec un virus de la leucose aviaire. Ça a été également un drame. Par chance, encore une fois, 400 millions de personnes ont reçu ce virus de la leucose aviaire vivant, qui s'est multiplié chez l'homme, mais par chance, il n'était pas pathogène. Vous voyez que lorsqu'on parle d'accidents post-vaccinaux, chez l'industriel, il y a une vision tout à fait différente. Ce n'est pas l'association avec une maladie mystérieuse, fût-ce-t-elle autisme, sclérose en plaques, etc., qui préoccupe l'industriel. L'industriel ne pense qu'il voudrait être utilisé pour la production du vaccin contre la grippe. C'est un excellent support de production du vaccin contre la grippe, mais elle est tumorigène. Et le grand débat philosophique qu'il y a, peut-on utiliser une cellule tumorigène pour faire un vaccin destiné à des enfants ? Je peux vous dire qu'au niveau des autorités, c'était une énorme discussion, au niveau d'industriel aussi. Certains disent les quantités d'informations génétiques, c'est-à-dire d'ADN, étant extrêmement faibles, il n'y a aucun risque. Certains disent oui, mais attention, on vaccine des enfants à 5 ans, à 1 an, et dans 5 drames qui a suivi quelques temps après, un vaccin produit par les laboratoires Cutter était mal inactivé. Et il y a eu plus de 270 enfants qui ont... C'est arrivé au Brésil, où il y a eu plusieurs dizaines de personnes qui sont mortes de rage. Hein. Alors, petite histoire. Concernant la fièvre jaune, c'est assez intéressant parce que ce qui s'est passé, c'est que pendant la guerre, l'armée américaine avait décidé de vacciner tous ses soldats qui partaient, ainsi que les Anglais. Les Français, non, mais j'y devais en avoir beaucoup, c'est pour ça. Donc, on a vacciné tous, et malheureusement, il y a eu une dramatique épidémie d'hépatite B. Et il y a eu 28 000 cas d'hépatite B suite à la vaccination contre la fièvre jaune. Et c'était incroyable parce qu'il y avait des sous-marins dans lesquels il y avait une épidémie d'hépatite B, etc. Ben, ça ne se déclarait pas évidemment tout de suite. Et parmi les gens qui ont été vaccinés, il y en a eu un qui était très fameux, c'était Churchill. Churchill a été vacciné avec un vaccin fièvre jaune contaminé par l'hépatite B. Alors, son biographe disait que vu l'état du foie de Churchill, qui était pas, c'est un miracle que la guerre n'a pas basculé. Il a fait une hépatite inapparente. Mais enfin, la guerre aurait pu changer là. Vous voyez que les vaccins peuvent avoir des conséquences sur l'avenir du monde. Maintenant, rapidement, pour finir, je veux dire, comment faire un vaccin? Alors, c'est ça qui est très intéressant, parce que comment faire un vaccin, c'est qu'on ne sait pas le faire. Non, mais surtout qu'à la télé, ça va passer partout, ça. Non, mais vous allez diffuser comme ça tout. Je pense qu'une des raisons essentielles de l'histoire du vaccin, c'est qu'on ne comprend pas comment marchent les vaccins. Tout simplement parce qu'une fois qu'un vaccin a été mis au point, plus personne ne s'intéresse au vaccin. Et si bien que de nos jours, lorsqu'un virus nouveau apparaît, on ne sait pas comment les autres vaccins ont marché et est-ce qu'on peut s'inspirer d'autres vaccins. On ne connaît pas comment marchent les vaccins et chaque fois qu'il y a un vaccin, on voudrait trouver une solution. Alors, et on reparle de la vaccination. De plus en plus de Français ont peur de se faire vacciner. Et moi, je voudrais rebondir sur ce que vous dites, professeur. Parce que quand on nous dit que la défiance, elle est sur Internet et tout, il ne faut pas écouter la défiance que l'on est supposé mettre ensemble. Mais sur Internet, on voit aussi des vidéos YouTube dans lesquelles vous apparaissez.
Et vous dites, clairement, lors d'un congrès de médecins, les vaccins, on ne sait pas comment ça fonctionne. Pas moi qui le dis, hein, c'est vous qui le dites. On ne sait pas comment ça fonctionne, on ne sait pas comment ça marche, on ne sait pas où on va avec ça. Donc, il y a des médecins qui le disent très clairement. Hein, donc, et nous, on le voit, on l'entend. Hein, donc, et on se pose des questions. Des médecins généralistes, des professeurs qui l'affirment. On a des médecins qui sont incapables de nous parler de vaccination dans leur cabinet parce qu'ils ont peur. Il y a le droit. Et le droit, on ne le respecte. Nous, en tant que citoyens, on n'est pas à respecter. On nous dit, vous pouvez choisir un acte médical, oui ou non, et on nous le refuse. Dès l'instant où on dit non, on nous emmène devant les tribunaux. On demande aussi à ce qu'un titrage anticorps soit fait avant la vaccination pour savoir l'enfant ou la personne où elle en est au niveau du système immunitaire avant de faire des rappels systématiques. Bon, alors, professeur... Oui, donc, d'abord, c'était pas du tout un congrès, c'était un cours que je faisais au Val-de-Grâce qui a été piraté. Je sais pas comment c'est venu dans les médias. Enfin, ça, c'est pas un problème. Et effectivement, je disais très clairement qu'on sait pas comment marcher là. Qu'est-ce que je voulais dire? Je veux dire que les vaccins ont été développés de façon empirique. Par exemple, vous prenez un vaccin comme la fièvre jaune. Monsieur Taylor, dans les années 1930, a développé un vaccin en faisant des passages du virus de la fièvre jaune sur des animaux. Et puis, d'un coup, il s'est aperçu que le virus était atténué. Lorsqu'il a voulu répéter l'expérience, ça n'a pas marché. Donc il y a un côté totalement empirique dans le développement des vaccins. Voilà ce que je voulais dire. Et donc c'est vrai que l'inconvénient de tous ces vaccins qui ont été développés de façon empirique, on ne sait pas exactement pourquoi ils sont atténués, comment ils ont été atténués. L'inconvénient de ceci, c'est que lorsqu'arrive un nouveau vaccin, une nouvelle maladie comme par exemple le SARS coronavirus, comme on ne connaît pas le mécanisme qui peut aboutir à l'atténuation d'un virus, comme on ne connaît pas le mécanisme qui permet à un vaccin de répondre de façon précise, eh bien on est désarmé. Lorsque le SARS coronavirus est arrivé, on est retourné à des méthodes très anciennes d'inactivation du virus comme pour celui de la polio. Si on ne sait pas comment voilà ce que je voulais dire. Ouais. Si on ne sait pas comment ça fonctionne, on ne peut pas dire que le vaccin va fonctionner. Nous avons tous un système immunitaire différent les uns des autres et qui ne réagissent pas pareil. C'est pour ça qu'on a des enfants qui vont développer des maladies auto-immunes, d'autres enfants qui ne vont pas avoir d'immunité après vaccination, et ça ne fonctionne pas chez eux, d'autres vont passer au travers et ils n'auront rien. Donc on n'est pas égaux face à la vaccination. Et nous, ce qu'on reproche aux autorités, parce que ce n'est pas le laboratoire, moi j'en veux pas au laboratoire, ce sont des entreprises privées qui sont là pour faire du business. C'est les politiques qui sont responsables dans l'affaire de tout ça, parce qu'ils ne protègent pas la population. Lorsqu'il y a des victimes, on ne les reconnaît pas, c'est la croix et la bannière pour pouvoir se faire reconnaître en tant que victime, et il y en a. On ne nous donne pas la composition réelle du vaccin et les possibilités de danger. On nous parle toujours de bénéfices. Lorsqu'une personne meurt d'une maladie, c'est une catastrophe mondiale. Lorsqu'un enfant est victime d'un vaccin et en décède, c'est le cas de la petite Ayana ou la petite Lolita il y a quelques semaines maintenant, on nous parle de bénéfice-risque. Il faudrait que tout le monde soit à part égalité. Quand quelqu'un meurt d'une maladie, c'est grave, on est d'accord. Mais quand une personne est victime du vaccin, c'est aussi grave. Allez vivre dans les familles où l'enfant est-ce que le lien est fait? Est-ce que le lien a été fait à chaque fois, comme on va en reparler peut-être de recherche? On ne fait pas de recherche. Sur le vaccin contre l'hépatite B avec la sclérose en plaques, visiblement, il n'y a jamais eu de lien. Pour Ayana, on a dit tout de suite à la famille, c'est pas le vaccin. Et quand même, moins de 12 heures après l'injection, il était dans le coma.